Merci d'être là pour cette séance un peu expérimentale concernant l'histoire dessinée de la France. Alors, je commence par excuser l'absence de Yann Potin, qui est un historien, archiviste, et surtout qui est un véritable showman et qui aurait dû faire aujourd'hui à ma place ce que je vais faire, mais il est malade, dit-il. Alors, je vais vous présenter, si vous ne les connaissez pas, les auteurs présents ici. Ce sont les auteurs de la collection Histoire dessinée de la France, qui a été lancée en 2017 par l'album La Balade nationale, dessiné par Étienne Davodo, ici présent. Équipe A. Les albums suivants concernaient la Gaule pré-romaine, la Gaule romaine, les temps mérovingiens. Ces auteurs ne sont pas présents. Les temps carolingiens sont représentés par Sylvie Joie, historienne ici présente. Le Moyen-Âge central par Florian Mazel, ici présent. Les auteurs de Croisades et cathédrales ne sont pas présents. Par contre, on a deux auteurs de À la vie, à la mort, l'historien Étienne Anheim et l'historienne Valérie Tess. Les auteurs du tome sur la Renaissance ne sont pas présents, mais pour les guerres de religion, nous avons Jérémy Foix, historien. Et la nouveauté de l'année, c'est évidemment le tome 11 qui vient de sortir, et les deux auteurs sont présents, l'autrice de bande dessinée Héloïse Chauchois et l'historien Stéphane Vandamme. Et avant de commencer notre quiz et d'expliquer d'ailleurs à tous ces gens qui sont autour de moi la règle du jeu, peut-être Héloïse, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette couverture, parce que je trouve que c'est une des plus belles de la collection et elle dit beaucoup. Est-ce que vous la voyez d'ailleurs dans le public? Oui? Pas très bien? Pardon? Et moi, pardon, et oui, excusez-moi, moi je suis Sylvain Venère. Je suis le directeur de cette collection et celui qui, avec Étienne Davodo, a fait le tome sur la balade nationale. Alors, du coup, merci de trouver cette couverture sympathique. Ça me touche parce que c'est pas moi qui en ai eu l'idée. Faut rendre à Franck Bourgeron ce qui appartient à Franck Bourgeron. C'est lui qui a eu vraiment cette idée de cette composition. Vous pouvez voir, je pense, Louis XIV dans la couverture en grand. Avec un air assez sévère, et dont la moitié du visage est cachée par la virgule typique de la collection. Cette virgule qui a embêté tous les dessinateurs pour toutes les couvertures. Avec une couleur, là, ça rend pas, mais du coup, vous connaissez certainement le orange de la collection, qui est une couleur qui est formidable à marier avec des autres couleurs. Et donc voilà, c'était important, on s'est dit, on va en profiter, on va jouer de cette virgule, et comme on parle un peu de la face cachée du XVIIe siècle, on s'est dit, voilà, on va cacher la moitié du visage de Louis XIV. En plus, voilà, c'est un peu méta, mais ça fait partie de notre angle de réflexion. Et dans la perruque de Louis XIV, vous pouvez voir à la fois des petits motifs. Oui, je ne sais pas si vous le voyez bien, des motifs représentant des détails qu'on retrouve, de thèmes qu'on aborde dans la bande dessinée. Et tout au sommet, les trois personnages principaux de la bande dessinée, en tout cas les trois narrateurs de la bande dessinée, qui sont Lavis Goubert, dont j'ai oublié les prénoms respectifs, et Alexandre Dumas, qui ont des visions tous les trois très différentes sur le XVIIe siècle, qui nous les présentent dans la bande dessinée, et qui nous laissent voir, et s'ils ont raison ou s'ils ont tort, sur ce qu'ils pensent du XVIIe. Est-ce que ça va comme présentation? C'est parfait. C'est parfait. Ça dit bien aussi quel est le projet, un des projets de cette collection, qui est d'emblée de réfléchir aux différentes polémiques, aux différents débats qui ont accompagné dans l'histoire la lecture, et puis la relecture, et puis la re-relecture de chacune des époques considérées. Alors, je vous propose le jeu suivant pour présenter cette collection. Je vais mettre des vignettes
de chacun des livres, là, sur le PowerPoint, par exemple, cette vignette-là. Cette vignette ne concerne pas les auteurs qui sont là, parce que c'est une vignette qui est issue du tome 4 sur les Mérovingiens, où on voit ce personnage-là, avec cette petite légende. On n'était pas trop regardant. Un Go, c'est un gars qui sait se battre et qui obéit au roi des Go, point barre. Et je propose une sorte de question. Qui est ce personnage que vous voyez là? Est-ce que c'est Tintin, mais très très malade? Est-ce que c'est l'incroyable Hulk? Est-ce que c'est un guerrier Go du 5e siècle? Est-ce que c'est moi, quand j'ai appris que Yann Potin était malade et que je devais assurer tout seul la présentation du quiz? Il y a plusieurs réponses possibles. Et les deux bonnes réponses, c'est Hulk et un guerrier Go du 5e siècle. Et pourquoi? Et là, si les auteurs étaient là, ils vous expliqueraient pourquoi eux ont eu cette idée, qui est de représenter un guerrier Go du 5e siècle sous la forme d'un gros géant vert. Ça permet de contourner le problème qu'on a dans la représentation des Mérovingiens, à savoir que souvent, on est obligé de le représenter comme ça à partir d'images qui nous viennent en réalité du 19e siècle. Et représenter un guerrier Go sous la forme de Hulk, ça permet de neutraliser le problème de la construction des ethnotypes tardifs au moment quand on pense au temps mérovingien. Alors je vous donne un deuxième exemple. On pourrait avoir une image comme celle-là, qui est issue du tome 3, qui représente le sanctuaire des Trois Gaules au 1er siècle après de notre ère. Donc, une question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi est-ce que ce sanctuaire est si mal dessiné? Plusieurs hypothèses. Bien traité, nous les autres. Première hypothèse, il n'est pas mal dessiné, il ressemblait à ça. Deuxième hypothèse, il était bien dessiné, mais il y a eu un problème à l'impression du livre. Troisième hypothèse, parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemblait. Quatrième hypothèse, parce que Jeff Pourquier, le dessinateur, dessine comme un cochon. Ce sera répété et amplifié. Alors évidemment, la bonne réponse, parce que là, il n'y en a qu'une, c'est on ne sait pas à quoi il ressemblait. De fait, le problème, quand on veut représenter le sanctuaire des Trois Gaules au 1er siècle, on dispose de quelques traces archéologiques, nous explique Blaise Pichon dans le livre, et la seule image qu'on en a, c'est une image du sanctuaire des Trois Gaules sur une pièce de monnaie. Et ce que Jeff a dessiné, effectivement de façon grossière, c'est cette image qu'il y a sur la pièce de monnaie. Et ce qu'on tente de faire dans la collection bien souvent, c'est de donner à voir justement ce que les historiens ne savent pas. On n'imagine pas ce que ça aurait pu être en essayant de le dessiner, comme le ferait par exemple un réalisateur de cinéma qui serait obligé d'avoir un décor total. Nous, on peut jouer avec le dessin et montrer aussi comment est-ce que les historiens produisent leur savoir à partir de quelle documentation trouée. Est-ce qu'on est d'accord, puisque maintenant ça va être à votre tour de jouer? On va commencer par exemple par cette image. Étienne. Qui vient donc de la Ballade nationale, et les questions sont: que représente cette scène, Étienne? Est-ce que c'est la gloire de l'armée française? Est-ce que c'est la solidarité entre les générations? Est-ce que c'est le général Dumas et le soldat inconnu? Demandons plutôt à Étienne Davodo, parce que c'est une idée à lui, cette image. Ouais. Je n'ai pas choisi une image de la Ballade nationale dont j'aurais eu l'idée moi-même. Hein. Ça, c'est une idée à lui. Oui, alors de quoi s'agit-il? J'ai l'impression qu'on ne peut pas se tromper sur cette image-là, puisque les 4 réponses sont possibles. Il s'agit effectivement du général Dumas et du soldat inconnu, qui ne sont pas des personnages qui sont contemporains l'un de l'autre, évidemment. Dans la Ballade nationale, on met en scène des personnages historiques qu'on ramène au présent. On les convoque sur les routes de France au XXIe siècle. Et ils viennent du 15e, du 16e, du 17e, du 19e siècle. Et ils font un tour de France aujourd'hui. Alors, c'est pas les visiteurs. Ils sont pas étonnés par un congélateur et par une voiture automobile. On part du principe que cette question est réglée. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là simplement pour nous parler de notre rapport aux sources de l'histoire de France. Et les personnages qu'on convoque
on les met en friction pour voir ce que ça peut donner. Alors, pour être tout à fait honnête, le général Dumas, il est invité par Sylvain Venère. Ça, c'est lui au début du projet qui a dit il y aura le général Dumas. Pour tout vous dire, moi je craignais que ce soit un personnage un peu inefficace parce que le moins connu de la bande, à côté de Jeanne d'Arc, de Molière, de Marie Curie, je me disais qu'il allait être un peu discret. Il l'est pas. C'était ça s'est bien fait. Et puis l'autre qui est effectivement le soldat inconnu, c'est pour ça qu'il cache son visage, parce que si je montre son visage, il n'est plus inconnu. Et donc voilà, c'est l'idée. Quand le soldat inconnu rentre en scène, c'est une idée de moi, effectivement. C'est une idée qu'on a même quasiment décidé sur le motif, si j'ose dire. Il y a un moment où nos personnages passent en voiture près de l'Arc de Triomphe et le soldat inconnu se réveille, pique la moto d'un type qui passe. C'est de la bande dessinée historique, mais avec des certaines libertés qui nous semblent productives de sens. Et il rattrape notre équipée sauvage et il doit cacher son visage, puisque en tant que soldat inconnu, il doit le rester. Sinon, son statut même disparaît. Le général Dumas, lui, se balade avec une étoffe tricolore autour de son imposante bedaine. Ça, on l'a récupéré sur les 2 ou 3 images qui existent réellement du général Dumas. On est même allé jusqu'à la mairie de Bourg-Saint-Maurice, où on a appris que dans l'escalier de la mairie de Bourg-Saint-Maurice, il y avait une toile représentant le général Dumas. La secrétaire de mairie était assez surprise de voir 2 types déboulés en disant « Bonjour, est-ce qu'on peut aller dans l'escalier? On a un truc à voir. » Donc j'ai pris des photos de cette toile, et le général Dumas a vaguement cette tête-là, sur les 2-3 images qu'on a. Donc pas de problème pour représenter le général Dumas, mais pour le soldat inconnu, évidemment, si on le met en scène, s'il est avec nous pendant plusieurs images, pendant plusieurs pages même, il faut qu'on trouve une solution pour son visage. Et donc c'est la première question. La deuxième réponse, la solidarité entre les générations, ça marche. Ce vieux général passe à ce soldat la toile qui lui sert de ceinture, et le soldat s'en cache le visage. Ça préfigure le masque Covid, si vous voulez, mais on ne le savait pas à l'époque. Et ça permet au soldat inconnu de suivre le reste de la balade en parlant avec les autres, en étant là comme personnage, mais sans jamais montrer son visage, jusqu'au jour où il quitte la séquence, il quitte le récit qu'on est en train de mener, il rendra son étoffe au général. Voilà, donc la gloire de l'armée française, d'une certaine façon, pourquoi pas. La solidarité entre générations, moi je trouve que oui. Le général Dumas et le soldat inconnu, ben voilà, c'est ça. Et ben voilà, vous m'avez demandé, j'ai répondu. Voilà pour ma contribution à ce débat. Alors, ce qu'on peut en conclure, déjà, c'est une première chose qu'on va retrouver souvent, c'est qu'effectivement, on ne raconte pas les époques de l'histoire en s'immergeant dans les histoires, mais effectivement en jouant avec la chronologie, en inventant des anachronismes, et que si on fait ça, c'est parce que, ça on peut le dire aussi, le contre-modèle à peu près de tous les volumes de la collection, c'est le roman historique, puisque contrairement au roman historique, on demande, nous, aux auteurs, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs les premiers, mais c'est d'inventer des histoires complètement loufoques, pas du tout en essayant de s'adapter à la documentation, pour essayer de combler les trous de la documentation, mais justement pour que le lecteur puisse se dire tout de suite « Ah, ça c'est loufoque, ça vient de l'imagination des auteurs, ça c'est pas loufoque, c'est le savoir historique tel que les historiens aujourd'hui le proposent. » Mais je pensais, moi, naïvement, qu'en commentant cette image, tu allais aussi un petit peu parler du choix des couleurs. Oui, tu veux parler de la trilogie du drapeau. Oui, je sais que c'est un truc qui t'a un peu travaillé. La question c'est très prégnant, ces 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, et ça fait tout de suite un repère visuel assez puissant dans nos images. Alors là, c'est pas très flagrant parce qu'on est sur un fond blanc, mais c'est des couleurs qui m'emmerdent un peu, chromatiquement, j'entends, qui sont un peu présentes comme ça, et donc je les ai un peu désaturées. J'ai un peu retravaillé la couleur de ce drapeau pour qu'il s'intègre au récit, tout en gardant évidemment sa connotation de drapeau. Et ça fait partie des petits réglages qu'on a dû faire pour intégrer ça dans le récit. Bon, c'est un peu technique, mais ça fait partie des choses qui m'ont tenu à cœur, de trouver une façon de dégrader ces trucs-là en les gardant intégrés dans la palette que j'établis. Moi, quand je fais un bouquin en couleur, j'aime bien établir une palette assez
assez restreinte et assez précise, et voilà, ça fait partie de ces choses-là. Mais sur un fond blanc comme ça, c'est peut-être pas très flagrant. Oui, et puis d'ailleurs, il y avait quand même cette idée, donc c'est de l'aquarelle, on peut le dire aussi, bien sûr. Une dimension technique de ce travail d'auteur de bande dessinée, c'est de l'aquarelle. Et je me souviens, moi, que quand on établissait les premières planches et qu'on cherchait un peu, toi, tu avais l'idée de couleurs un peu pastel, et aussi d'une ambiance un peu d'été dans la balade nationale. Il pleut pas, ça se passe, il fait soleil tout le temps, et c'est des choix que toi tu avais fait, et j'aimerais bien que tu nous redises pourquoi. En fait, moi, quand je fais un livre de bande dessinée, une des questions qui se pose, c'est noir et blanc en couleur. Et la couleur, parfois, ne m'est pas utile. Elle leur dirait le propos, je ne l'utilise pas, comme sur mon dernier livre, par exemple. Là, évidemment, on avait un sujet, voilà, l'origine de l'histoire de France, tout ça. On avait quelque chose d'assez dense, d'assez tendu. Et donc, l'ambiance estivale d'une bande de personnages qui caracolent sur les routes de France, comme ça, la luminosité, la façon dont j'ai travaillé les ciels aussi un peu pommelés avec des petits nuages blancs inoffensifs, ça contribue énormément à la tonalité de fond du récit. C'est-à-dire que même sur un sujet comme ça, le même sujet sous un ciel gris et plombé avec des rafales aurait totalement changé de nature. Donc là, délibérément, on a joué l'optimisme, on a joué l'ouverture, on a joué la lumière. C'est quasiment National 7 de Charles Trenet, quoi. La bande-son de ce livre pourrait presque être celle-là. Et ça fait partie des choix qu'on fait avant de commencer, parce que ça, même si le lecteur ne verbalise pas le fait que la lumière est comme ça, le ciel est comme ça, il l'intègre fatalement, parce que c'est quelque chose qu'il voit. Il n'y a pas besoin que ce soit dit. Donc, on est en train de faire là une bêtise, narrativement. On vous raconte les coulisses, mais c'est le sujet, et ça fait partie de tous ces petits réglages plus ou moins discrets qui contribuent à ce que donne la tonalité générale d'un livre de bande dessinée. Voilà, l'idée étant que sur un sujet un peu crispé et crispant comme l'identité nationale, il fallait détendre. Voilà. Et la couleur y participait de ça. La couleur y participe, et puis il y a par exemple une séquence où tous ces personnages se retrouvent autour d'un feu en plein été, la nuit, en discutant. Ils sont près de la frontière allemande, donc il y a tous ces gens qui viennent de siècles différents, et puis l'arrivée du soldat inconnu permet de dire aussi à ces illustres personnages que l'histoire de France se fait surtout aussi par ces gens dont lui est le représentant ici, c'est-à-dire les gens qu'on ne connaît pas. Quand un général dit qu'il a gagné quand il y a le maréchal Pétain qui dit qu'il a gagné la guerre 14, le soldat inconnu dit non, pardon, c'est moi. Et voilà, ça permet aussi de jouer sur tout ça. Eh bien, merci. Donc, je propose de passer à une autre question, à partir d'une autre vignette, qui va peut-être donc concerner l'autre équipe. Alors, cette vignette, elle est peut-être pas facile à lire, là. C'est tricky, cette vignette-là. Déjà, on commence, on la voit. On la voit pas. Donc, vous avez un arbre. En haut de l'arbre, vous avez un renard qui tient une sorte de guitare, Et le renard dit un truc. Le renard dit la grandeur de la France, il en a de bonnes. Et le personnage qui est là, barbu, manifestement saoul, à une bouteille vide là, dit c'est beau. Donc ça vient de l'album qui vient de sortir, dans l'absolu. Donc je vous refais ce que mes étudiants appellent des blagounettes. Que signifie ce dessin? Rien, puisque les renards ne parlent pas. C'est une sensibilisation pédagogique au danger de l'alcool, comme souvent dans la collection. C'est une invitation à se méfier de l'appellation grand siècle pour parler du XVIIe siècle. Ou c'est une pièce supplémentaire à verser au dossier accablant de l'antipatriotisme des auteurs de l'histoire dessinée de la France, puisque on nous a fait ce procès. Stéphane, peut-être. Stéphane Vandamme. Bonjour à tous. Oui, alors donc c'est la quatrième réponse, non? C'est ça? Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, tout à l'heure, j'ai donné 4 points à Étienne parce qu'il a pris les 4 réponses. Mais Voilà. Alors les 4, oui. Non, alors évidemment, on voit pas très bien. Non, c'est vrai. Voilà. Alors vous allez me croire sur parole.
Donc l'idée, c'était, dans ce chapitre-là, qui s'appelle La fable de l'absolutisme, c'était un petit peu d'illustrer un débat historiographique qui a été très important pour les historiens de l'époque moderne et du XVIIe siècle sur les définitions de l'absolutisme et les différentes manières dont on a pu contester ces définitions, avec ce personnage qui est un peu qui s'appelle Ernest Lavis, qui représente... Dans l'ivrognerie n'est pas prouvé historiquement. Hein. Oui, alors ça c'est vrai. On n'a pas mené l'enquête, à vrai dire, sur ce point. Et donc, c'était un représentant, un éminent représentant de la Troisième République et de cette dimension, on va dire, cette définition républicaine qui a conduit à une interprétation de l'État absolu aussi comme une forme de précurseur de l'État de la Troisième République. Donc vraiment, on est allé à une définition très, très monumentale, on va dire, de l'absolutisme pour aujourd'hui arriver à des interrogations très, très, très critiques qui déconstruisent cette idée. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, ça marche pas forcément. Voilà, c'est plutôt une sorte de projet. Et donc, on a voulu, sur ce chapitre-là, s'interroger sur cette question. Alors, ça fait vraiment un lien avec ce que vous avez dit sur le premier volume. C'est une forme aussi de renouer avec cette idée de roman national ou de récit, de grand récit. Et donc, d'un point de vue de l'histoire, donc il y a 3 personnages à l'origine du récit qui discutent et qui se rendent compte, ne sont pas du tout d'accord sur l'interprétation du grand siècle. Voilà. Il y a donc Lavis qui est vraiment attaché à l'idée de grandeur, à une forme d'ordre. Voilà. Il y a Alexandre Dumas qui est plutôt du côté du panache, donc du côté de la fiction aussi, et qui est, en fait, c'est peut-être, on a tous ça en tête, donc c'est vraiment l'imaginaire fictionnel à partir qui constitue un peu notre culture commune sur le XVIIe siècle, évidemment, les 3 mousquetaires. Et le 3e personnage, c'est un historien plus récent qui s'appelle Pierre Goubert. Donc, vous avez peut-être entendu parler, dont un des grands livres a été donc Louis XIV et 20 millions de Français, qui a voulu contester cette vision par le haut du XVIIe siècle, du grand siècle, on l'appelait le grand siècle, justement en mettant en évidence aussi alors les anonymes, une histoire par le bas. Donc, c'est vrai qu'on est parti un peu sur cette proposition. À l'issue de cette première conversation qui a lieu place des Vosges, personne n'est d'accord, et donc on propose aux 3 protagonistes, si j'ose dire, de retourner au XVIIe siècle et d'aller justement rencontrer les habitants du royaume de France, parce que c'est un peu aussi une balade. On a voulu sortir, alors ça c'est notre grand truc, on a voulu sortir de Versailles. Donc, si vous aimez la série Versailles, le sexe, le complot, etc., c'est vrai que c'est pas exactement notre orientation. Je devrais pas le dire comme ça, mais... ne sois pas déceptif. Voilà. Mais alors, on a voulu changer. C'est plutôt un voyage alors, à la fois en France, mais aussi dans les colonies. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer que la grandeur de la France, c'était peut-être des grandeurs différentes, et qu'il fallait peut-être aussi prendre en compte une dimension beaucoup plus large. Donc, on a essayé aussi d'introduire des thèmes qui sont moins fondés sur justement cette définition très, très, très stricte, très limitée, un peu réductrice quand même de l'absolutisme, liée à une histoire d'administration, en intégrant des thèmes qui sont un peu moins, ou qui ont été plus travaillés ces dernières décennies, peut-être alors, du côté d'une histoire sociale, du côté d'une histoire environnementale, par exemple, ou du côté d'une histoire coloniale, en essayant de montrer aussi que c'est ça aussi la vision de la France du XVIIe. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu, j'ai envie de dire, une sorte d'anti-manuel, parce que si vous regardez n'importe quel manuel sur le XVIIe siècle, vous ne trouverez jamais de mention faite
de la France des étrangers, par exemple, alors qu'il y a eu plein de travaux dessus. Vous trouverez peu de choses sur l'environnement, encore, pratiquement rien sur la France coloniale. Et donc, dire aussi, peut-être aux éditeurs aussi, pas simplement aux collègues historiens, c'est à vous de leur dire, surtout achetez le livre, en leur disant, peut-être qu'on a envie aussi de lire autre chose qu'un énième récit de Louis XIV et de Versailles. Et donc, c'était un peu l'entreprise de cette... donc, évidemment, c'est se méfier de l'intitulé Grand siècle. Il me semblait aussi. Oui. Voilà. En déconstruisant, évidemment, la question de la grandeur. Et puis, l'alcool, c'est important aussi pour la santé publique. À boire avec modération. Voilà. Alors, Le Renard, évidemment, c'est une référence à La Fontaine. La Fontaine, c'est un des grands critiques de Louis XIV. Voilà. Peut-être que vous ne l'avez pas appris comme ça à l'école, mais c'est presque une figure de libertin, très sceptique à l'égard de l'ordre absolutiste qui se met en place de manière de plus en plus resserrée à partir des années 1660. Et donc, on peut lire les fables aussi comme, évidemment, au-delà de leur dimension morale, telles elles ont survécu, comme aussi des discours critiques à l'égard de cette construction absolutiste. Merci. C'est un des problèmes de toute façon que tout le monde a, c'est que si on veut, tous les historiens et toutes les historiennes, c'est que si on veut adapter les connaissances qu'on a d'une époque aux recherches en cours et à la façon dont on essaye de se déprendre d'une forme d'historiographie du 19e siècle qui est encore très, très pesante, eh bien évidemment, on se heurte à des gens qui préfèrent croire, malgré tout, à l'historiographie telle qu'elle avait été faite au 19e et héroïsée. Donc, ça crée parfois des frictions publiques. Ils ont combien de points ? 4. 4 pour l'effort qu'il a fait, parce qu'il a tenté de revenir sur Le Renard et tout. En fait, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Alors, là, on la voit mieux, celle-là. Alors, qui est... Ma question est... Qui est cette jeune femme pas mal, qui se trouve pas mal? En tout cas, c'est comme ça dans le livre. Alors, est-ce que c'est une bombasse du XIVe siècle, dont il faudra nous donner le nom? Est-ce que c'est Valérie Tess? Qui vous dit que c'est une jeune femme? Est-ce que c'est la mort? Valérie? Puisque j'ai été directement mise en cause dans cette question, je crois qu'il faut que j'intervienne. Donc, d'abord, on a l'impression qu'il y a qu'un seul personnage sur ce dessin, mais en fait, effectivement, comme l'a déjà suggéré Sylvain, il y en a deux, parce que il y a la jeune femme. Peut-être jeune femme, mais on n'est pas sûr, qui est représentée sur ce morceau de fresque déposé, alors pas selon les règles de l'art, des écoles de restauration de fresques. Et puis, vous voyez qu'il y a une main qui tient ce morceau de fresque, une main squelettique. Voilà. Donc, de toute façon, il y a la mort. Il y a la main de la mort qui tient le morceau de fresque. Mais sur le morceau de fresque, c'est aussi la mort. C'est aussi la mort, et le dessin donc de Sophie Guérive s'est inspiré pour représenter la mort de fresques qui existent véritablement, qui se trouvent à Pise, au Camposanto, les fresques de Buffalmacco, où on voit une représentation de la mort au XIVe siècle. Et notre idée avec ce dessin-là, c'était de montrer que notre image de la mort, même dans une culture pop, était aussi une image historique, que la mort n'avait pas été imaginée à toutes les époques de la même manière. D'abord, elle n'a pas toujours été imaginée. C'est au cours du Moyen-Âge qu'on commence à inventer des récits qui mettent en scène la mort comme une personne, et c'est d'abord uniquement des textes.
Et puis petit à petit, on commence à mettre la mort en image. Et quand on commence à mettre la mort en image, eh bien, elle a cette allure-là. Donc un personnage au sexe un peu indifférencié. Certains disent c'est un homme, d'autres une femme, avec de longs cheveux. Alors nous, on a penché plutôt pour une femme à cause des longs cheveux, parce que c'est quand même un marqueur à cette époque sexuée. Et puis des ailes qui sont des ailes de chauve-souris. Les premières représentations de la mort, là en général des ailes de chauve-souris, et elle n'est pas encore du tout squelettique. C'est à la fin du Moyen Âge que elle est de plus en plus représentée comme un squelette qui chevauche parfois un cheval et qui fauche les gens. Mais voilà ça. Et dans la BD, en fait, on a donc un jeu sur la mort quand elle était jeune et la mort dans sa vieillesse qui raconte l'histoire. Parce qu'une des originalités de la série, vous l'a bien dit Sylvain tout à l'heure, c'est que on met pas en scène les acteurs historiques. Enfin, on les met un peu en scène, mais on se contente pas de les mettre en scène. Il y a plusieurs couches de narration et il y a toujours d'autres personnages qui viennent commenter l'action. Alors, comme nous on n'était pas les premiers à faire une BD, nos petits camarades avaient déjà eu des idées pour ces autres personnages. Alors ils avaient imaginé des historiens de différentes époques, des amateurs d'histoire ou des personnages du passé qui revenaient dans le présent. Et nous on s'est dit bon bah voilà, mince, on va pas faire pareil qu'eux. Il faut qu'on trouve autre chose, sinon on est des nazes. On a discuté tous ensemble. Et on s'est dit que ce qui caractérisait l'époque sur laquelle portait notre volume, donc l'époque dite de la guerre de 100 ans, mais qui pour nous était surtout l'époque de la Grande Peste, c'était l'omniprésence de la mort. Donc je dis pourquoi ne pas faire raconter l'histoire par la mort. En plus ça change un peu des historiens qui se mettent en scène, parce que les historiens, eux, non seulement ils connaissent la fin de l'histoire, mais en plus c'est des scientifiques. Donc ils ont une certaine interprétation de cette histoire sur la base des traces qui sont restées. Alors que l'avantage avec la mort, c'est qu'elle connaît la fin de l'histoire, mais c'est pas du tout une scientifique. Donc elle peut aussi raconter n'importe quoi, faire des blagues pas du tout politiquement correctes. Donc ça a ajouté un petit peu d'animation dans le récit. Bon. Du coup, la réponse, c'est la mort. Mais qui vous dit que c'est une jeune femme ? Absolument pas une bombasse du XIVe siècle, et je suis absolument contre cette formulation, que ce soit au XIVe siècle ou au XXIe siècle, et encore moins moi, elle est trop mignonne. Et peut-être tu veux rajouter... Je n'oserais pas dire grand-chose de plus à ce stade de la partie, ça me paraît tout à fait peu prudent. Mais en revanche, effectivement, souligner que ce choix de la mort, du coup, nous a guidés et nous a bien amusés pour jouer avec Sophie Guérive et puis avec les concepteurs de la collection, parce qu'on a eu beaucoup d'allers-retours autour de ces projets. Que par exemple, cette image-là, on a beaucoup discuté. Moi, je travaille un peu sur la peinture de la fin du Moyen-Âge, alors j'avais des observations à faire sur l'épaisseur de la fresque quand on la décollait, parce que je peux être aussi très, très emmerdant. Et donc, que par exemple, Sophie Guérive a gentiment refait le dessin, parce que dans un premier cas, elle avait emmené la moitié du mur avec, et puis je lui ai dit non mais si on décolle la fresque c'est très très fin, donc il faut que ce soit plus fin. Alors vous saurez noter la dimension agonistique de l'expérience de la direction d'ouvrage avec des historiens qui tentent toujours de faire différemment et mieux que les précédents, mais également la dimension complémentaire, puisque c'est effectivement un travail permanent de négociation entre un historien ou une historienne et un auteur ou une autrice de bande dessinée, et que l'enjeu à chaque livre, c'est d'apprendre un petit peu de chaque côté à lâcher un peu de lest, à abandonner un petit peu de connaissances, à abandonner un petit peu d'exigence. Et alors en plus, la pauvre Sophie Guérive, elle avait affaire à un monstre à deux têtes quand même, parce que nous, on est co-scénaristes. Donc elle a vraiment bien du mérite. Dans votre cas, il y avait deux historiens contre une dessinateur, qui va se retrouver d'ailleurs dans le tome sur le XVIIIe siècle, qui est en train d'être fait. Elle était mieux payée. Il y a une dernière chose quand même on en reparlera, parce qu'on en reparlera peut-être avec Héloïse tout à l'heure ou avec Étienne, mais il y a une autre dimension là-dedans, c'est la façon dont les dessinateurs s'approprient l'art d'une époque, en essayant justement de le donner à voir, mais en le donnant à voir tout en respectant leur propre style graphique. Là, effectivement, on peut dire, alors je ne sais pas s'il y a une autre image de l'album plus tard qui nous donnera peut-être
d'autres éléments, mais ce qu'a dit Étienne tout à l'heure était passionnant. Nous, on a travaillé aussi comme ça avec Sophie, puisqu'elle a à la fois un dessin qui est extrêmement caractéristique. On lui a donné beaucoup d'images du XIVe siècle pour qu'elle réfléchisse à la façon de l'adapter. Donc là, si vous avez en tête la fresque originale, forcément, c'est assez amusant. Mais on a beaucoup travaillé aussi sur les couleurs. Par exemple, on a choisi des répertoires de couleurs qui correspondaient à des couleurs d'enluminure des manuscrits enluminés du début du XVe siècle, type les très riches heures du duc de Berry, pour qu'il y ait une unité graphique et visuelle qui vienne en partie rappeler des éléments médiévaux, mais qui correspondent à son esthétique et à ses choix à elle. Donc ça, c'était un aspect très passionnant et parfois ça se passait très bien, Sylvain. Moi, j'en suis certain. Alors, l'équipe suivante, je vous propose de réfléchir à ce dessin. Donc, alors là, qui est ce moustachu? Est-ce que c'est Georges Brassens? Est-ce que c'est un des pères de l'Europe? Mais lequel? En tout cas, c'est pas Charlemagne, puisque Charlemagne avait une barbe fleurie. Ah non, si, c'est Charlemagne, puisqu'il n'avait pas de barbe fleurie du tout. Sylvie. Alors là, c'est à moi de répondre et effectivement. Donc là, je n'ai pas de moustache, donc ce n'est pas moi, ce n'est pas proposé. Effectivement, une des grandes questions, c'était ce problème de qui est Charlemagne. Ici, on a un personnage. Normalement, le volume est sur tous les Carolingiens. Le problème était double et il s'appelle Qui est Charlemagne, bien que le volume n'évoque pas que Charlemagne. Hein, un peu ce côté qui est Charlie, enfin où est Charlie plutôt. Et il s'agissait de revenir sur un personnage qui a été investi de plusieurs façons au fil de l'histoire de France et qui a plusieurs images, dont effectivement l'image de la barbe fleurie. Et il s'agissait de, comme le montrait la couverture qu'on a vue tout à l'heure, de voir qu'il y avait plusieurs Charlemagne possibles. Hein, donc là aussi, il y a eu beaucoup de couvertures, beaucoup de sollicitations de la part de Franck Bourgeron et de Sylvain Ricard sur la façon Nos éditeurs bien aimés. Oui, voilà, de faire de la revue dessinée pour comprendre effectivement quelle était l'essence du volume. Et ici, le problème, effectivement, qui rappelle un peu celui qui va avoir l'anneau, là, il monte en l'air. C'est pas un anneau en l'occurrence, hein, c'est une couronne impériale avec cette idée que Charlemagne c'est à la fois un personnage littéraire et finalement c'est plus lui qu'on a en tête en général avec sa barbe fleurie, hein, c'est celui de la chanson de Roland et c'est un personnage qui de ce point de vue-là était très récupéré si on veut justement parler français. Hein, et on avait une histoire dessinée de la France, mais c'est pas ce Charlemagne-là qu'on devait forcément montrer, c'était un des Charlemagne qu'il fallait faire intervenir. Donc ici, effectivement, on voit un Charlemagne qui est dubitatif lui-même, hein, dans un contexte qui peut être un contexte très très scolaire, si on veut. Hein, il est face à une carte, une façon de représenter qui est pas du tout médiévale, même si là donc le dessinateur Damien Vidal a repris, hein, vous voyez une graphie comme ça qui fait un peu médiévale, et puis des noms de pays qui sont tout à fait contemporains. Donc il y a ce problème d'un personnage, hein, qui est divisé entre plusieurs pays, qui aurait pu être effectivement repris. Il a été repris dans la chanson, alors pas par Georges Brassens, hein, on comprend l'importance de la moustache ici, qui a inspiré Sylvain, mais ça n'est pas Georges Brassens. On fait référence de temps en temps à France Gall et à sa chanson, puisque c'est un personnage effectivement aussi avec l'invention de l'école qui est très présent dans les imaginaires, hein, même si les gens placent pas forcément Charlemagne, ça reste un personnage bien connu. Plutôt comme personnage historique, comme je disais, une espèce de personnage familier. Et c'était tout un enjeu, et c'est l'enjeu de toute la collection, on l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis le début de ce petit exercice, que de montrer que justement
le personnage ne correspond pas tout à fait à cette image, ni à l'image de la chanson des années 60, ni à l'image qu'on pouvait avoir dans les manuels, là aussi classiques. Et à un moment, donc on a cette image du Charlemagne avec sa grande barbe qui récompense les bons élèves et puis qui va se plaindre des mauvais élèves, qui est présenté par un des personnages, qui est un directeur de collège. Puisque le principe qui a été choisi pour ce volume-ci, c'est d'avoir deux enfants, deux collégiens. Donc là, c'est l'idée un peu d'avoir deux personnages de naïfs. Alors surtout le garçon qui est un petit peu bêta, qui s'appelle Karl, et puis la fille un petit peu plus justement qui pose des problèmes, qui se révolte régulièrement. Cette question de l'anachronisme, on l'a dit là aussi. Les enfants vont d'abord suivre tout ce qui est possible de voir dans, si on veut, des techniques pédagogiques peut-être un peu traditionnelles, hein, mais tout ce qui est de la carte, de l'arbre généalogique, de la pièce de théâtre qui sont censés adapter à propos de Charlemagne, dont on va leur envoyer copier des lignes pour évoquer l'importance de la copie de manuscrits monastiques. Et donc, c'est une espèce de fil rouge à la fois qui est représentatif de l'époque et de l'image qu'on peut en avoir. Charlemagne, est-ce qu'il a inventé l'école ? Non. Alors, on veut toujours dire que non, mais au final, c'est vrai qu'il y a aussi quand même un projet qui est un vrai projet scolaire de Charlemagne dans un projet plus général sur une renaissance qui n'est pas romaine, mais qui est vraiment culturelle, idéologique, religieuse. Et donc, il fallait essayer d'expliquer ça tout en restant justement avec ces personnages de Candide que l'on fait se balader comme ça, donc à la fois un peu à travers le temps, l'espace, ils vont avec sa chapelle, pour essayer de rencontrer en quelque sorte le vrai Charlemagne, mais il n'y en a jamais vraiment. Et c'est vrai que c'est ce qui était intéressant aussi avec la bande dessinée. On a Charlemagne là, alors qui n'est pas non plus le vrai Charlemagne, puisqu'il n'a pas de barbe fleurie. Hein. Donc effectivement, au risque de perdre un point, je vais devoir dire que c'est pas vraiment Charlemagne, c'est un Charlemagne. Donc bon, on peut m'accorder un demi-point pour celui-là. C'est un Charlemagne, hein, voilà. Merci Sylvain. C'est un Charlemagne, hein, effectivement, mais c'est un Charlemagne qui a une couronne sur la tête, hein, qui date du Xe siècle. Alors qui est effectivement la couronne avec laquelle va le représenter Albrecht Dürer. Et donc, du coup, image bien connue, image impériale par excellence, c'est comme ça qu'on se le représente, sauf que c'est quelque chose qui arrive sur le tard. C'est la même couronne qu'on va retrouver sur la statue de Charlemagne qu'on a à côté de Notre-Dame de Paris, qui date du 19e. Donc, effectivement, là, il a une grosse barbe. C'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique de Charlemagne, mais ça ne peut pas être Charlemagne, hein, chronologiquement parlant. Donc ça, effectivement, il y avait cette volonté de le faire comprendre par ces différentes images et de l'apparition de différents Charlemagne, hein, donc sur la couverture et aussi un moment dans la classe, ils vont se présenter. Donc les 3 et 4, hein, disons 1,5 point. Hein, c'est Charlemagne. C'est Charlemagne. Hein, il n'avait pas de barbe fleurie du tout. Il avait une barbe fleurie, certains longs. Donc alors 1,5 point, disons pour les questions 3, les réponses 3 et 4. Alors Georges Brassens. C'est ça. C'est toujours. Mais oui, c'est la classe inversée en fait. Hein, c'est. Non, je suis à la pointe. Donc Georges Brassens. Alors pas vraiment, ou alors France Gall déguisé en Georges Brassens, mais ça serait peut-être aller un petit peu loin. Pour le deuxième, un des pères de l'Europe. Alors effectivement, c'est un des titres qu'on lui donne. Hein, et c'est vrai qu'on le voit ici avec ces différents pays, alors sur lesquels il a régné, sauf que ces pays n'existaient pas à l'époque. Hein, c'est un des enjeux là aussi. Et avec Charlemagne, c'est facilement démontable, hein, si j'ose dire. Il n'a pas été souverain d'un espace qui corresponde à la France. Il y avait l'espace qui aujourd'hui correspond à la France, qui en très grande partie est inclus dans les territoires de son royaume, puis de son empire, mais ça déborde quand même très très largement. Hein, d'où effectivement cet ensemble. Et
est-ce que cet ensemble, il le fait se maintenir ensemble, c'est le cas de le dire. Mais donc on a un personnage qui est aussi un sujet de division, hein, puisque il a été repris aussi comme personnage de l'identité allemande. Hein, c'est la division Charlemagne, etc. Il est pour la littérature fondamentalement un personnage plutôt français. Il est le personnage qui apparaît sur la médaille, hein, qui est donnée pour le prix de l'Europe. Donc il est considéré à un moment comme un père de l'Europe. Donc, un point comme un des pères de l'Europe, mais surtout dans les représentations. Surtout dans les représentations, pas tout à fait. Moi, je veux bien aller jusqu'à 4 points, mais à condition. Peut-être qu'on pourrait aller à 4,5 ou 5. Je veux bien aller jusqu'à 4 points. Parce que grâce à la subtilité quand même de l'affaire, je reconnais tout à fait. Hein, alors, pour que tu sois tout à fait plus subtil, est-ce que tu peux juste développer un tout petit peu, parce que c'est la seule image qu'on va présenter aujourd'hui de ce type-là. Rappeler quelle est sa place dans le livre. Ah oui, c'est dans les dossiers. D'accord. Et donc, c'est dans la partie qui est dévolue à l'historien, mais illustrée avec beaucoup de réussite et on colle vraiment au texte, hein, par le dessinateur. Et donc, effectivement, c'est vrai que on a beaucoup parlé des dessins jusque-là, mais la collection est une collection, effectivement, où il y a une complémentarité. Ça a très bien marché avec Damien Vidal sur ce volume-ci, une complémentarité sur la partie dossier, hein, qui est quand même assez longue. On a six thématiques vraiment qui reviennent et qui approfondissent des éléments qu'on a dans le texte, qu'on a voulu parfois suggérer, et parfois on va expliquer les blagues, parce que des fois on fait pas très bien les blagues, on n'est pas très sûr de soi, et puis... Ouais, je vois ce que tu veux dire. on va chercher parfois des choses qui peuvent faire sourire quelqu'un qui a lu le livre de l'historien paru 3 ans avant, et bon, mais c'est parfois un petit peu trop subtil pour être vraiment une blague, en fait. Et donc il y a cette explication, hein, qui se fait, et finalement qui est l'occasion toujours d'aller plus loin, d'une façon un peu plus académique, hein, mais avec une vraie volonté de complémentarité. Et donc là, c'est vrai que justement, cet aspect illustré qui se poursuit au sein des dossiers est aussi un véritable dialogue. Hein. Et donc là, comme je vous disais, ça avait vraiment bien fonctionné avec Damien Vidal. Hein, et on a aussi toujours, quasiment dans chaque volume, hein, une partie personnage, hein, qui revient. Et c'est vrai que là aussi... j'avais proposé, par exemple, Charles Martel, puisque effectivement, on revient sur tous les Carolingiens, on évoque en fait à partir de Charles Martel, et on va aller en gros, hein, jusque la période de la fin du 9e siècle. Hein. Donc vous avez Charles Martel, et puis en face, il y a toute une partie sur les femmes et différentes femmes, disons, à poigne, qui apparaissent pas toujours justement dans les manuels, comme on disait. Là, il s'agissait parfois d'essayer de suggérer des choses qu'on a dans les sources, mais qu'on n'a pas forcément mises en valeur dans les manuels d'histoire. Et donc on voit Charles Martel et sa belle-mère, en fait, Plectrude, qui sont en train, d'une page sur l'autre, hein, de s'invectiver. Vous avez Louis le Pieux, donc comme le nom l'indique, hein, qui est très pieux et donc qui prie sur son prie-dieu à genoux. Et à côté, vous avez Charles le Chauve, qui est le prince intellectuel par excellence, qui est lui assis, hein, sur ce prie-dieu, qui est mis un petit peu comme une espèce de relax qu'il utilise comme ça, en train de lire un manuscrit, parce que c'est le plus grand mécène, si on veut, dans la production de ces manuscrits enluminés à la période carolingienne. Donc il y a ce jeu comme ça, vraiment. Il y a une vraie compréhension. Enfin, j'ai l'impression que ça a été le cas pour beaucoup de volumes, hein, mais là, vraiment, le dessinateur, je trouve ça admirable. Enfin, de la part de Damien, vraiment, il était imprégné. Alors, je n'oserais pas dire de ma pensée, hein, mais il s'était plutôt imprégné des images. Là aussi, j'avais donné on voit beaucoup apparaître dans le volume d'objets qu'il a repris, justement, qui permettent parfois de montrer la distance entre l'image qu'on a et puis ces objets qui en sont la source, mais on n'en a plus conscience. Et puis profondément vraiment de comprendre les éléments qu'on veut expliquer et les faire passer par l'image, notamment par l'humour, qui permet là aussi de mettre une distance, en même temps une certaine familiarité dans les choses, et je trouve que c'est des choses très agréables dans la collection. Oui, c'est ça. Il faut rappeler que ce sont des bandes dessinées, mais il y a 110 pages de récits en bande dessinée et 60 pages de dossiers illustrés, c'est-à-dire les deux façons possibles
d'associer du texte et de l'image, en réalité, hein, soit par le récit illustré, soit par le récit dessiné, soit par le dossier illustré, que c'est complémentaire. Et que les historiens de la collection, en général, sont un peu surpris, parce que ces dossiers, il ne faut pas les mépriser. Quand vous lisez les livres, ça représente à peu près en volume les 2/3 d'un que sais-je. Et il me semble, moi, que pour avoir lu tous les volumes de la collection, à plusieurs reprises, que c'est pas mal. Et que souvent, il y a une méthode de lecture qui est astucieuse, qui consiste à lire le récit dessiné, puis lire les dossiers, et comme le disait Sylvie, relire le récit illustré, parce que d'un seul coup, on comprend des allusions qui sinon sont évidemment un peu rapides. Ça permet de s'attacher à tout ça. Alors, on la voit bien normalement. Ah, il y a un problème de calage, là. Qu'est-ce qui s'est passé? De calque. Alors, vous avez donc ici un personnage. C'est curieux. Donc, ouais. Me ressembler comme ça, c'est Sylvain, obligé. tu nous ajoutes un point, là, s'il te plaît. Est-ce que tu commences déjà à truquer, je veux dire, les arbitres? Mais il est même possible que ce soit l'autre équipe qui est... qui a regardé. Alors, je vous lis tout ça parce qu'on ne le voit pas bien. Me dessiner comme ça, c'est obligé. En vieille, je veux dire, on ne pourrait pas profiter de ma condition spectrale pour me figurer autrement. Je n'ai pas toujours été vieille. Voilà, je préfère. Alors, qui est ce personnage qui se plaint et qu'on voit dessiner ici? Est-ce que c'est Catherine de Médicis vieille? Est-ce que c'est Catherine de Médicis jeune? Est-ce que c'est Catherine de Médicis? La main, en tout cas, c'est celle de Pochep. La main que vous avez là, c'est celle du dessinateur. Bon, alors je prends toutes les réponses déjà pour prendre les 4 points, et je vais même faire 8 réponses comme ça. On peut avoir 8 points ou... Bon là, ce qui nous a fait rire avec Pochep, c'était cette possibilité justement qu'on a quand on fait de la bande dessinée de choisir la façon dont on représente le personnage. Et évidemment, Catherine de Médicis, tout le monde nous attendait en Catherine de Médicis, vieille matrone, tout en noir, selon la légende noire qui a été colportée évidemment par Alexandre Dumas notamment, mais par tous les exégètes de Catherine de Médicis depuis, c'est-à-dire la vieille matrone qui est responsable de la Saint-Barthélemy, puisque vous savez que tout ce qui plane sur ce règne, c'est la question de la responsabilité de la Saint-Barthélemy. Donc on s'est dit que changer un petit peu l'image, en fait on le tient pas parce que à la fin on est rattrapé par l'obligation de représenter Catherine de Médicis selon la forme traditionnelle, mais on s'est dit on va s'autoriser ce moment où le personnage s'adresse à Pochep, donc je coche le numéro 4. Évidemment, c'est la main de Pochep qui s'auto-représente gommant et reprenant sa plume. On a une grande liberté, et ici on s'est dit mais pourquoi ne pas faire une jeune Catherine de Médicis? Et ça nous permettait de dire beaucoup de choses de ce règne, outre que ça nous amusait de la mettre en jeune. Alors, elle a été jeune. Et pour Catherine de Médicis, se représenter, elle s'est vieillie elle-même. Hein, c'est aussi ce que dit ce dessin. Les représentations sont des enjeux de pouvoir. Et les représentations par les princes de leur propre visage, de leur propre portrait, leur propre présentation de soi, c'est des enjeux de pouvoir. Catherine de Médicis, c'est une femme. Hein, c'est une femme dans un monde où les hommes règnent. Hein, on est dans la France d'Ancien Régime. Catherine de Médicis, elle est pas reine. Hein, vous savez qu'il n'y a pas de reine de France. Catherine de Médicis, elle est régente. Et donc, un des enjeux pour elle, c'est de tenir le pouvoir et de montrer des attributs de puissance. Et un des attributs de la puissance, c'est la sévérité. Et c'est aussi de se draper sous le veuvage. Elle devient la veuve parce que, en tant que veuve, elle rappelle qu'elle est l'héritière de son mari, hein, que en elle vit son mari. C'est pour ça qu'elle est puissante. C'est pour ça qu'elle peut pas se présenter sous son seul visage, parce que son seul visage ne suffit pas. Elle est puissante parce que elle a incorporé en elle-même la mort de son mari. C'est-à-dire que Catherine de Médicis s'auto-représente en veuve. C'est un geste de prise de puissance de la part d'une femme puissante au XVIe siècle. Alors, Catherine de Médicis jeune, nous on voulait la représenter comme ça parce que, moi je l'aime bien, Catherine de Médicis. Il s'agit de montrer qu'elle est plutôt
sympathique. C'est difficile à imaginer parce qu'on a tous une vision caricaturale de Catherine de Médicis en matrone abusive, mère de fils tous plus dégénérés et incestueux les uns que les autres. Voilà, ouais, c'est Chéreau, quoi. Bon, j'adore Chéreau, mais c'est quand même, d'un point de vue historique, c'est catastrophique. Catherine de Médicis, c'est une femme de paix. Catherine de Médicis, elle a toujours pensé qu'il fallait faire la paix entre protestants et catholiques, que la beauté, que les arts, que l'harmonie, qu'on allait réussir à obtenir la paix par le beau. Elle a une pensée qui est néoplatonicienne, cette idée que le beau, les arts, la danse, va amener le juste et le bien. C'est-à-dire qu'elle a cette idée que par la beauté, elle va ramener la paix et l'harmonie dans un pays traversé par la guerre de religion. Donc, en la représentant en femme belle, on disait quelque chose de sa volonté de pacifier le royaume de France. Quand là, on voit pas tellement le. Si je veux dire autre chose. Quand Sylvain m'a dit que parce que souvent on n'a pas le choix des dessinateurs avec qui on travaille, il faut le dire. C'est une. Sans rien non plus. Ouais, c'est vrai. Les dessinateurs n'ont pas le choix. Ça nous tombe dessus et voilà, on s'arrange et souvent c'est la plupart du temps, c'est toujours des magnifiques rencontres. Moi, quand il m'a dit, tu vas voir, tu vas bosser avec un mec de fluide glacial, je dis guerre de religion. Fluide glacial. Voilà, nous les 16e, on n'est pas réputés super drôles. Les spécialistes des guerres de religion, on n'a pas l'image de moment où on va se marrer tout au long de la BD. Je me dis comment est-ce que ça va coller avec quelqu'un qui représente des personnages avec des nez énormes, alors évidemment, ça s'est super bien passé parce que Pochep, cet homme est une crème, et il est incroyable et d'une grande intelligence. Mais je voulais dire un mot de son trait parce que c'est vraiment un trait qui est ancré dans son temps. C'est-à-dire que d'emblée, quand on voit un dessin de Pochep, on sait que c'est fluide glacial et que c'est de la culture pop 20e siècle. Ce qui permet d'emblée de refuser, et c'est la marque de fabrique de toute la collection. C'est-à-dire on refuse cette position de l'historien ou de l'historienne omniscient, dominant, qui n'est pas ancré dans son temps. On assume toutes et tous le fait que on parle depuis un siècle, le 21e, le 20e, parce qu'on est plutôt jeune. Voilà, nous sommes des personnages du 20e siècle. Et le trait de Pochep, moi, ce qui me plaît, c'est que il rappelle ça en permanence. C'est-à-dire qu'on peut pas, quand on est Pochep, représenter Versailles. Alors, il trouve qu'il représente pas Versailles, il représente le château de Blois. On peut pas le représenter de manière réaliste. Ça serait ridicule de demander ça à Pochep. Ça serait ridicule de demander à Pochep de dessiner les boutons de manchette des personnages. Donc, d'emblée, son trait, il facilite la tâche en disant voilà, il s'agit d'une proposition qui est la proposition. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2021, en 2020, quand on est un chercheur et quand on est un dessinateur sur les guerres de religion? En quoi ça nous parle aussi de notre époque? Et vous savez que cette époque de radicalisation religieuse que sont les guerres de religion, voilà, elle a un certain nombre de choses à nous dire de notre propre époque. Alors c'est ce qu'on a voulu dire et c'est ce qui est évident dans ce dessin. Ici, on a ce qui, pour Lucien Febvre, serait épouvantable, le péché d'entre les péchés, le péché entre tous irrémissible. Vous savez que c'est l'injonction qui nous est faite quand on commence nos études d'histoire, qui est assez terrifiante. Cette injonction de ne pas commettre le péché d'anachronisme, c'est-à-dire de faire coexister des objets d'époques différentes et pire encore, des pensées d'époques différentes. Et ici, on fait coexister. J'espère que vous avez compris, c'est pas possible. Il n'y a pas. Alors attention, voilà, je le dis parce que ça marque un point normalement. Là, t'en as déjà 8 parce voilà. que tu m'as coupé. C'est la dimension. Toutes mes relances. La dimension. Ah ouais, merde. C'est la dimension pédagogique. Il n'y avait pas de caméra au temps des guerres de religion. Voilà. Cette caméra-là. Alors, Pochep a fait une enquête très solide pour savoir quand elle apparaît. Je sais pas. Je me tourne vers les contemporanéistes. Ça apparaît plus tard, mais pas à ce moment-là. Et donc le pitch de la bande dessinée, c'est les protestants qui sont sur le tournage de Chéreau. Ça commence comme ça. Ils sont sur le tournage de Chéreau. C'est des revenants. Ils reviennent du massacre de la Saint-Barthélemy et ils se trouvent à figurer sur le tournage de la Reine Margot de Chéreau. C'est des fantômes. Et c'est important que ce soit des fantômes. La BD est traversée par ces fantômes parce que les hommes du XVIe siècle croyaient aux fantômes. On peut, par exemple, faire témoigner un fantôme en justice. C'est quelque chose qui légalement est possible, c'est-à-dire que ça a une personnalité juridique. Un fantôme peut revenir pour désigner ses assassins.
Et donc ici, alors est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Mais les personnages de la bande dessinée sont des fantômes et ils décident d'aller voir Chéreau et d'engueuler Chéreau en disant mais c'est pas possible, on peut plus représenter la Saint-Barthélemy comme le faisait Alexandre Dumas, toujours du même point de vue, hein, c'est-à-dire toujours on tourne au Louvre, ça se passe avec les grands, c'est Isabelle Adjani, enfin, c'est le festival de Cannes de la Saint-Barthélemy. Et donc, il décide d'aller piquer la caméra de Chéreau, de piquer le matos de Chéreau et de refaire le film, refaire la Saint-Barthélemy du point de vue des victimes, du point de vue des... alors, c'est aussi une des marques de la fabrique, de cette collection de bandes dessinées. C'est une histoire par le bas, hein, qui refuse Versailles, comme nous, on a refusé une Saint-Barthélemy qui ne parle que de Coligny ou que de Catherine de Médicis. En réalité, ces personnages, ils sont importants, mais on les abandonne assez vite. Moi, j'ai fait 8 réponses, je pense. Ah, c'était parfait. 8 points. C'était parfait. Ouais. Le match est plié, je crois, en effet. Sauf si, on ne sait jamais, sauf si Florian Mazel et le Moyen-Âge central arrivent en force. Alors, vous arrivez à lire cet échange. Notre premier invité est abbé Geoffroy. Vous vivez dans un monastère et dirigez une communauté exclusivement masculine. Quelle est votre opinion sur la gente féminine? Mon avis est simple et éclairé. Les femmes, c'est nul. Où et quand ce dialogue a-t-il eu lieu? Dans un château au XIe siècle? À une table ronde des rendez-vous de l'histoire de Blois au début du XXIe siècle? À la télévision, mais au XIe siècle? Jamais on la doit à la misogynie de Florian Mazel. Bon, je prends cher, ça va être dur de remonter. Hein. Alors, une chose est sûre, on n'est pas dans un château au XIe siècle. C'est même si on n'a pas de décor, parce qu'en fait, une des difficultés qu'on a eues sur ce volume, mais d'ailleurs sur beaucoup, j'imagine, mais plus on remonte dans le temps, quand même, plus c'était compliqué. On l'a vu tout à l'heure avec l'image de l'hôtel du Sanctuaire des Gaules, c'est que il faut planter un décor et que ce décor, on n'a pas tout simplement souvent les informations. Pour pouvoir l'incarner, enfin le représenter, et en particulier les décors intérieurs. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, on a parfois une monumentalité extérieure, mais les décors intérieurs, c'est compliqué. D'où l'obligation d'avoir, même pour des édifices qu'on imagine assez bien connus, comme par exemple justement les édifices ecclésiastiques ou les châteaux, et où en fait, on se rend compte en creusant un petit peu que voilà, pour les 10e, 11e, 12e siècle, qui était la période du volume, on a très peu de choses. Donc il a fallu inventer des dispositifs, pour le coup complètement anachroniques la plupart du temps, ou bien pour habiter des lieux, mais on va dire avec ensuite un certain nombre de marqueurs symboliques, mais sans un esprit bien sûr de reconstitution, ça a déjà été aussi dit. Donc on peut écarter le château, d'autant plus que on a une scène où les personnages sont mis un petit peu sur le même plan, au sens où il n'y a pas de hiérarchie apparente, et sont autour d'une table il n'y a pas de table justement, ils sont en train de discuter comme ça, et donc il y a bien un plateau de télévision, ça je pense c'est à peu près clair. On est à la fois au 11e et peut-être à une table ronde des rendez-vous de l'histoire. Pourquoi pas, si on accepte les déguisements. J'ai pas encore vu de table ronde déguisée, mais c'est la prochaine en fait. C'est l'année prochaine. L'an prochain. Ok. Donc, puisqu'on a deux personnages. Alors, on a un personnage, on pourrait dire historique, parce qu'effectivement, l'abbé du milieu, nommé Geoffroy à l'arrière-plan, c'est un personnage qu'on connaît. C'est l'abbé Geoffroy de Vendôme, pas très loin d'ici finalement, qui est assez bien connu parce qu'on a une correspondance assez dense. Qui est un abbé, on va dire un des fers de lance du phénomène de la réforme grégorienne dans l'Ouest, dont on voit bien à sa répartie que c'était pas forcément ni un tendre ni on va dire quelqu'un de particulièrement ouvert sur l'ensemble du spectre social. Et on le connaît bien, c'est quelqu'un qui a été vraiment un combattant en outre, c'est-à-dire effectivement la dimension à la fois finalement agressive malgré tout de son discours, hein, et puis et catégorique, un peu cet impératif moral extrêmement fort. Ça reflète bien, je dirais, la tonalité de ses propos dans ses lettres. Il a clairement un propos, bien sûr, il va pas dire c'est nul, mais il dit les femmes, ce ne sont finalement que des, je vais être grossier, mais parce que c'est l'expression latine, des sacs à merde, de toute façon elles n'ont apporté que le péché sur terre, la mort, et il a même, enfin je veux dire, il considère
même d'un œil beaucoup plus sévère que la plupart même des autres réformateurs grégoriens. Par exemple, le mariage comme possibilité pour un laïc de se réaliser malgré tout dans une société chrétienne. Donc il y a une forme de radicalité monastique, alors qu'on peut qualifier peut-être de misogynie, mais qui va en fait au-delà pour Geoffroy, et j'espère pas Florian Mazel, donc j'élimine la question 4. Lui, c'est un personnage historique, bien sûr, en revanche, dépaysé. Voilà. À droite, en revanche, c'est un seigneur, c'est plutôt un personnage stéréotypé, un archétype, et là on en a utilisé beaucoup, finalement, dans le volume, puisqu'on a fait se mélanger des personnages historiques. Alors, ils sont identifiés comme historiques, mais bien sûr, on n'a aucune représentation d'eux, absolument aucune. Donc, on là, c'est l'imaginaire, on va dire, du dessinateur qui les représente, mais ils sont quand même identifiables par leur nom, par leur statut, voilà. Et puis à côté, on les a mélangés à des personnages, on pourrait dire archétypaux, qui incarnent un type social. Ici, le seigneur à droite, à d'autres moments un chevalier, à d'autres moments un moine, de différents âges, de différents statuts, des femmes, bien sûr, qui sont aussi présentes, même si elles sont bien sûr évacuées, même si elles vont revenir un petit peu en force après, enfin s'imposer dans la scène. Mais donc là, on a un personnage un peu archétypal qui va d'ailleurs ensuite... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le volume, il y a toute une première partie des chapitres où on a mis l'accent sur la dimension un peu agonistique et conflictuelle de cette société, puisque un des enjeux des 11e, 12e siècles, c'est, on va dire, l'affrontement, à la fois distinction, affirmation, compétition entre clerc et laïc. Donc là, on a deux figures de ce type-là, mais ils vont se rejoindre, ces deux-là, par le même discours qu'ils portent sur les femmes, avec des arguments différents, mais qui sont tous du registre, au bout du compte ensuite, à la fois de l'exclusion, de la minoration, de la domination. Et le personnage un peu à la fois, je dirais, le Stéphane Bern de l'histoire, à gauche, là, c'est l'animateur télé, effectivement, qui arrive avec une sorte de... finalement en général de candeur totale, c'est-à-dire que il prend les arguments des uns et des autres comme s'ils étaient tous sur le même plan, tous recevables, mais au bout du compte, donc il ne coupe la parole que quand la scène ensuite lui échappe. Enfin, je veux dire concrètement la situation, l'échange, la conversation entre les personnages, mais il intervient jamais. C'est-à-dire que c'est pas du tout notre porte-parole. Et parfois, on a des personnages intermédiaires qui peuvent être les porte-parole, on va dire, du binôme dessinateur-historien. Lorsqu'on intervient de manière un peu extérieure, c'est par le biais d'une voix off et pas d'une représentation d'un personnage. Ça a été un choix fort qu'on a fait dès le départ, pour le coup, de ne pas nous représenter ni historien, ni dessinateur, ni même d'avoir un porte-parole en quelque sorte incarné. Donc c'est vraiment là un dispositif aussi humoristique, bien sûr, de la part de Vincent Sorel, qu'il a proposé et qu'il a ensuite déployé, et qui là joue franc jeu sur l'anachronisme, avec comme question finalement centrale, quelle est la place des femmes dans cette société, et quelle est la place des femmes dans cette société, et la convergence là, alors qu'ils sont d'accord sur rien par ailleurs, des puissants du côté de l'Église, un abbé, des puissants du côté du monde laïque et en particulier aristocratique, donc là un seigneur. Donc je répondrai à 3 de manière assurée, à 2 de manière potentielle, et puis pas les 2 autres. Et juste une petite pour finir, mais après il faut qu'on l'accélère un petit peu, bien entendu, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans cette vignette et dont toi, Florian, tu as fait un grand usage dans la bande dessinée, au grand désespoir de la direction artistique, c'est l'astérisque. Ah oui, alors attends. Et la note de bas de page. Oui, puisque un des enjeux, si on veut faire du travail sérieux, c'est quand même que tout puisse être sourcé. Donc normalement, dans chacune de ces bandes dessinées, indépendamment des dossiers, je parle des récits dessinés, tout est sourcé. Quand il y a une citation, on va la retrouver dans la double page de notes à la fin. Mais on peut aussi faire comme Florian Mazel, déroger au... Disons que oui, moi je suis un fanatique de la note de bas de page et ça se guérit pas en fait. Donc alors oui, il y a un certain nombre de petits astérisques qui renvoient des notes de nature assez différente au bout du compte. Moi, j'ai tenu à une chose très importante que Vincent a très très bien intégrée dans le récit, c'est-à-dire à ce qu'il y ait finalement un accès direct aux sources. Alors direct, bien sûr, c'est des sources traduites puisque nos documents sont en latin. Alors bien sûr, ces sources directes, elles peuvent être graphiques. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour la fresque de Pise, il y a beaucoup d'images qui s'inspirent, décalquent, jouent, transgressent avec de l'iconographie médiévale. Mais pour moi, il y avait un
enjeu aussi à donner la parole, enfin à introduire vraiment du texte, je dirais produit à l'époque médiévale. Donc il y a beaucoup d'astérisques en fait qui renvoient concrètement parfois à l'identification du texte, pour tout simplement que le lecteur puisse identifier, on va dire, ce qui relève de la source et ce qui relève de la narration, quoi, de la fiction. Et puis là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que parfois, malgré tout, il peut être intéressant, enfin, dans l'image, dans le récit, ça peut être quand même plus efficace d'aller vite, tout simplement. Et donc, ce que tu disais en termes d'économie de connaissances, on peut pas tout, voilà. Mais parfois, ça nous conduit à dire des choses qui, enfin, pour moi, en tout cas, que j'avais scrupule à poser comme vraies, en quelque sorte, parce qu'il y a un contrat quand même de véracité qui, même s'il est complexe, parce qu'il y a plusieurs niveaux de narration, justement, quand même, on suppose des lecteurs intelligents qui savent trier et qui à un moment vont valider comme vrai telle information ou telle, voilà. Et il y a des moments où c'était pas si clair, où je me disais en tout cas c'est quand même un peu un truc de spécialiste. Là par exemple une communauté vous vivez dans un monastère et dirigez une communauté exclusivement masculine. Toutes les communautés n'étaient pas que masculines, il y en avait des féminines et il y en avait même contemporaine de Geoffroy qui expérimentait la communauté double. Enfin, il y en avait déjà eu au Moyen-Âge, mais là, il y a une expérimentation incroyable, pas très loin d'ici, à Fontevraud, où on mélange les statuts sociaux, où on associe plutôt topographiquement, c'est des communautés distinctes, mais quand même, on les associe. Et puis, il peut y avoir même, en l'occurrence à Fontevraud, une abbesse, une femme à la tête de cette communauté. Et donc là, il fallait montrer à quel point, finalement, l'implicite partagé, c'était justement que cette communauté, elle avait beau exister, elle avait beau apparaître, on l'ignore, et que la communauté monastique de base, c'est une communauté exclusivement masculine, dirigée par un homme, un abbé, quoi. Donc c'est vrai que là, je me suis déchargé de ça, sur une mini-note en bas à l'historienne, qu'il a fallu... D'ailleurs, au début, oui, là, pour le premier retour, ça a été... Non, mais on vire toutes ces notes, là. Et là, bon, pour une note comme ça, c'est pas trop grave. On peut se dire, bon, bah tant pis, hein, c'est pas trop grave. Pour les notes de source, moi, alors là, ça m'a vraiment embêté. Parce que je me suis dit, mais comment on va pouvoir distinguer le discours des contemporains du discours de notre discours, quoi, finalement, hein. Et on va perdre, parce que même parfois c'est crypté les dessins. Voilà, c'était la fresque de Pise, il faut la connaître quand même. Si on la connaît pas, donc il y a une part qu'on décrypte à la fin, parce que effectivement tu as dit il y a des parties illustrées, dessinées, puis il y a une petite partie malgré tout là aussi à l'historienne bibliographique, mais qui dès le début j'ai trouvé passionnante parce qu'elle se réfère aussi à on va dire les sources iconographiques d'inspiration du récit. Donc là, on peut décoder, on peut dire à la page temps, vous aurez peut-être reconnu tel tableau, à la page temps, vous avez peut-être, etc. On peut aider. Mais pour les sources écrites, c'était pas encore le cas, en tout cas, moi, dans les premiers volumes qui étaient parus avant le nôtre. Et je trouvais ça, voilà. Donc, et finalement, ils ont été tolérants, ils les ont acceptés. Évidemment. C'est très libre. Ce sont des livres d'auteurs. C'est une collection avec beaucoup de contraintes, mais des livres d'auteurs. Et là, typiquement, dans un genre un peu différent, puisque ce que je voudrais... je vous pose votre question, déjà, à partir de ça. Donc, vous voyez bien les deux scènes, hein, puisqu'on levait des impôts pour financer la guerre. Par ici, il faudrait faire la guerre pour justifier l'impôt, et voilà, il en manque, non. Alors, ça se passe quand, cette scène? Est-ce que ça se passe au XIVe siècle? Est-ce que ça se passe au XVe siècle? Est-ce que ça se passe au XIVe et au XVe siècle? Est-ce que ça se passe tout le temps? Et allez-y. Alors, à ce stade, vous avez déjà compris à la fois les petites angoisses de nos collègues avec les notes de bas de page, le fait que le décompte des points ressemble à un jeu gallois, et puis le fait que Sylvain a une vraie sensibilité de genre qui s'exprimait dans les diapos précédentes, mais qui finit par une question qui est quand même où est l'argent et comment ça circule. Alors, tout le temps, en un certain sens, si on considère que l'argent est le nerf de la guerre, Sylvain, mais plus spécifiquement au XIVe, au XVe et au XIVe et XVe siècle, donc là j'ai déjà ramassé les 4 points, parce que celles et ceux qui ont fait ici de l'histoire du Moyen-Âge reconnaissent en fait derrière ces 2 cases de Sophie Guérive une question beaucoup plus générale qui a été beaucoup débattue en France, en Angleterre aussi, dans les années 80-90, sur ce qu'on appelle la genèse de l'État moderne et le rapport
rapport entre la guerre et l'impôt, puisque durant les siècles précédant le XIVe siècle, les monarchies qui existent en Europe ne peuvent pas prélever d'impôts légitimes de façon annuelle. Ça rentre pas, si vous voulez, dans le statut de la monarchie, et que une des grandes questions, et c'est vrai en particulier en France et en Angleterre, c'est que le roi qui auparavant devait vivre en fait de ses biens personnels, le roi doit vivre du sien, on disait, doit maintenant financer ce qui est une sorte de proto-État, et pour cela, il a besoin de ressources qui soient des ressources prélevées sur l'ensemble du royaume. Et en France comme en Angleterre, puisque c'est une partie de l'histoire de la guerre de 100 ans, l'acclimatation sociale et l'acceptation sociale d'une levée régulière d'argent chaque année comme contribution au royaume se fait à travers la guerre. Donc effectivement, c'est cette dialectique que du coup Valérie et Sophie Guérive, qui sont responsables à peu près de tous les traits d'esprit à L2 de cette bande dessinée, vous l'avez compris aussi, moi j'ai fait plutôt le hard ont mis en scène de cette façon-là, puisque effectivement c'est quelque chose sur lequel on peut rire, mais dont on voit bien comment il se dessine par les sources, c'est-à-dire que la guerre crée des besoins financiers extrêmes dans les monarchies. Du coup, on prélève de l'argent, mais c'est vrai que une fois que la guerre s'arrête, alors le prélèvement s'arrête et on va inventer l'armée permanente au XVe siècle. Et en fait, clairement, on voit bien qu'il y a là une sorte de pli dialectique qui est essentiel et qui va déterminer l'état d'Ancien Régime, qui est, entre autres, un état de guerre pendant assez longtemps. C'est-à-dire que nous, on considère l'État comme un état social au XXe siècle. Fondamentalement, une manière de contribuer au bien commun, c'est d'assurer la paix à travers la guerre ou l'armée. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on a essayé comme ça à chaque fois de travailler. Alors vous voyez aussi dans ces cases comment le dessin et le travail sur les bulles et le texte de Sophie Guérive nous a beaucoup contraints. Enfin, contraints dans le bon sens du terme, au sens faire réfléchir, parce que c'est une autrice et une dessinatrice extrêmement économe de texte. Alors, par rapport à d'autres collègues, j'imagine pas Mazel avec Sophie Guérive, parce que non seulement il n'y a pas de notes, mais même dans les vignettes, disons que dans une case du Mazel, il y a les signes d'une page ou deux de Sophie Guérive. Donc, comment on arrive à faire ça? Du coup, en réfléchissant à un usage minimal du texte et à essayer d'être, dans un certain nombre de cas, assez allusif, mais en même temps d'espérer que les lecteurs et lectrices vont deviner ce qu'il y a derrière, et en utilisant aussi l'iconographie. C'est-à-dire que très souvent, Sophie a traduit parfois des petits paragraphes entiers qu'on avait écrits en une image. Voilà, il est fort, et lui aussi il a dit, toutes mes relances sont passées, 8 points pour lui. Là, c'est effectivement, si j'avais mis cette image-là, c'est parce qu'elle est exemplaire je trouve, de la façon dont en 2 images, on synthétise effectivement une connaissance assez complexe que les historiens peinent en général à expliquer de façon brève. Et puis, effectivement, comme ça vient juste après ce que disait Florian, c'est aussi une caractéristique de cette collection, c'est que comme ce sont des livres d'auteurs, chacun s'arrange avec le rapport texte-image en fonction... alors, assez souvent, il faut bien le reconnaître, de l'auteur de bande dessinée, parce que l'historien il a toujours envie d'en mettre beaucoup, lui. Allez, une dernière pour la route. Donc, mes images du tome 11 sont pas très bonnes. Alors, vous avez ici plusieurs cases, peinture d'histoire sacrée, peinture d'histoire antique, portrait, peinture de genre, peinture de paysage, peinture animalière, nature morte, non. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la collection de timbres d'Héloïse Chauchois? Est-ce que c'est la collection de tableaux de maître d'Héloïse Chauchois? Est-ce que c'est une analyse de la peinture du XVIIe siècle? Non. Héloïse. Non. J'aimerais bien que ce soit ma collection de tableaux de maître, mais du coup, en l'occurrence, non. C'est
Alors, c'est une partie d'une page. Du coup, c'est ça qui est compliqué en plus, du fait de prendre des parties de bande dessinée, des parties de planches, c'est que le sens est souvent en effet plus net avec l'intégralité de la planche dans son ensemble, puisque ça fait partie. Donc, la bande dessinée. Donc, bien sûr, qu'est-ce que c'est la bande dessinée? C'est un air séquentiel dans le temps, mais dans l'espace, et les planches souvent ont une cohérence dans l'absolu. C'est Sylvain, ça, je veux dire. Vous venez de perdre le match. Voilà. Bon, du coup, maintenant, perdu pour perdu, je peux dire ce que je veux. Non, bah, c'est dans la. Donc, c'est une planche qui fait partie d'un des chapitres de la bande dessinée qui parle du classicisme à différents niveaux de la société du XVIIe siècle, et notamment dans les arts, et donc notamment là dans la peinture. Et ce qu'on a voulu en dire, c'est que le 17, on parle beaucoup, bien sûr, on connaît beaucoup l'œuvre du XVIIe siècle parce que ça a été un peu un maître étalon en plus. Après, pour nous, on nous apprend que tout ce qui est fait au XVIIe siècle est très bien, et notamment parce que Louis XIV a créé des académies qui après régissent un peu le bon goût en classant l'art selon des catégories et en disant ça c'est bien, ça c'est moins bien et ça c'est pas bien. Et voilà. Et ici, j'utilise la bande dessinée du coup en le mettant dans des cases séparées, une classification redessinée par moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pas exactement comme ça qu'on dessinait au XVIIe siècle parce que je suis incapable. Je me réapproprie les codes. Alors justement, comme je te l'avais dit, dans ton cas, j'en ai une autre. Voilà. C'est que, comme beaucoup de dessinateurs, comme tous les dessinateurs dans cette collection, on s'appuie sur des œuvres picturales de l'époque ou des fois un peu postérieures, mais qui parlent de l'époque, parce que c'est parfois ça qui est compliqué, c'est d'avoir des peintures, des tableaux, des représentations picturales de l'époque sur l'époque. En tout cas, nous, au XVIIe siècle, moi, j'ai trouvé qu'il y avait surtout les gravures et quelques peintres, mais en fait, les peintres, à l'époque, ils parlent surtout d'autre chose que de leur époque. Ils parlent des natures mortes, ils font des peintures historiques, etc. Et voilà, et on se les réapproprie et on les redessine parce que ça fait partie aussi de ce que c'est la vulgarisation scientifique et ce que c'est la transmission de savoir, notamment par le dessin. C'est de guider le regard du lecteur et donc de prendre une image, de la simplifier, d'en faire ressortir certains éléments, en tout cas les éléments que nous on considère être importants, pour que ce soit ces éléments-là qui soient lisibles en priorité pour les lecteurs. C'est-à-dire que si on met des photos, une photo c'est super, mais ça dit plein de trucs et ça dit pas forcément ce que nous on a envie. C'est pas le message qu'on a envie de transmettre n'est pas forcément flagrant si on n'en fait pas ressortir les éléments. Et le dessin, c'est formidable pour ça. Et voilà, on peut parler des couleurs. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est pas. Alors normalement, ça fait partie du même chapitre, mais là, les couleurs sont assez différentes parce que je sais pas trop. Mais en tout cas, nous, vous avez parlé à différents autres auteurs, ont parlé de l'utilisation de la couleur comme étant quelque chose de signifiant. Et c'est le cas, puisque on fait des bandes dessinées qui ont un but pédagogique à transmettre l'information. Et en effet, la couleur est un outil avec le dessin qui est formidable pour transmettre l'information, pour transmettre d'autres informations que forcément des formations thématiques, mais aussi des informations même de sentiments, de ressentis, d'époque, d'ambiance globale des images, etc. Et nous, dans notre bande dessinée, on a des ambiances colorées très différentes selon les chapitres parce qu'on dit des choses différentes dans les chapitres et on s'est attaché à ce que les couleurs viennent soutenir le propos de ce qu'on veut transmettre. Voilà. Oui, mais merci. Et puis, effectivement, Héloïse, elle a parfaitement raison. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on a fait aujourd'hui et qu'on montre des vignettes, on n'est absolument pas respectueux de ce que c'est qu'une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est un récit, c'est un livre, c'est organisé en séquences qui sont organisées elles-mêmes en planches. Et il y a même des auteurs de bande dessinée qui n'aiment pas tellement voir leurs planches exposées parce qu'on perd l'énergie du récit à voir uniquement les planches. Je vous rappelle donc que si on veut vraiment profiter de ces livres, il faut les avoir en livre et pas en vignette. Vous pourrez les acheter à la sortie, les auteurs sont là pour vous les dédicacer. Et je vous quitte sur cette
nous vous quittons sur cette dernière vignette, puisque l'histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect, disait Jules Michelet à 2 reprises dans son œuvre. Le général Dumas lui dit « c'est beau comme une citation, Jules ». C'est une citation qui d'ailleurs se retrouve sourcée dans la double page de notes à la fin de la bande dessinée, parce que nous sommes des historiens sérieux et conséquents. Si l'histoire d'essai de la France parfois donne le sentiment d'être un peu irrespectueuse, c'est parce que nous faisons vraiment, tous autant que nous sommes, historiennes, historiens, auteurs, autrices de bande dessinée, profession d'être historien. Merci.